Vous est-il déjà arrivé de vivre un moment où le monde semble s'effondrer? Quand une phrase lâchée par quelqu'un en passant bouleverse toute votre réalité? Un instant, je hurlais devant la télé, une bière à la main. Puis, mon ami s'est penché vers moi et a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a raconté avoir vu ma femme devant un hôtel avec un type. Cette coupe du monde, je ne l'oublierai jamais. Je pensais la connaître. J'ai commencé à enquêter, et mes recherches m'ont conduit à des découvertes inattendues. Mais une nuit, je l'ai suivi et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Voici l'histoire de comment j'ai découvert que ma femme me trompait et comment, avec froideur et détermination, je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais me mentir. Installez-vous, prenez un verre, on commence. Je m'appelle Antoine. J'ai 32 ans, né et grandi dans une petite ville de Bretagne, à Lorient. Je travaille dans le bâtiment depuis que je suis capable de porter une brique sans me casser le dos. Maintenant, mon dos me fait plus souffrir que je ne veux l'admettre, mais je me lève tous les matins à 6 heures, je bois mon café, et je pars au boulot. Dans ma vingtaine, je faisais des arts martiaux, surtout du judo. J'ai arrêté après une mauvaise chute sur un sol en béton qui m'a abîmé le dos. Ça n'a jamais vraiment guéri. J'aime les choses simples. Une bière fraîche un jour d'été. Regarder le foot avec les copains, entassés sur un vieux canapé dans le sous-sol de Thomas, à crier contre l'écran comme si l'arbitre pouvait nous entendre. J'aime faire des grillades en été et bricoler de vieux moteurs dans le garage quand j'ai le temps. Je ne suis pas compliqué. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste une vie simple avec quelqu'un qui me soutienne. C'est ce que je ressentais pour Camille. On s'est rencontrés au lycée, à Lorient. Elle était dans ma classe, toujours assise 2 rangs devant moi. Cheveux bruns, sourire éclatant, langue bien pendue. On a commencé à sortir ensemble en terminale. C'était le genre d'amour de jeunesse, trop d'appels tard le soir, des escapades à la plage de Kerpap, des disputes idiotes qui semblaient être la fin du monde. Après le bac, on s'est perdu de vue. La vie a suivi son cours. Elle est partie travailler dans la boutique de sa tante, moi, j'ai rejoint l'équipe de mon oncle pour couler du béton. On n'a plus eu de contact. Puis, il y a 5 ans, je l'ai croisée à une fête. Une réunion d'anciens élèves. Elle avait toujours ce même sourire, cette pointe de sarcasme dans la voix. Elle était belle, vraiment belle. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans une boutique de lingerie chic au centre commercial. J'ai plaisanté en disant qu'elle gagnait sûrement plus que moi, et elle a souri en répondant « Je sais ». On a parlé toute la soirée. Je n'ai même pas remarqué que la moitié des gens étaient partis jusqu'à ce qu'on coupe la musique. C'était naturel. Comme reprendre un livre qu'on adorait et retrouver l'histoire là où on l'avait laissé. On a échangé nos numéros. Quelques jours plus tard, on a pris un verre. Puis un dîner. Puis des soirées cinéma le week-end. Bientôt, on se voyait presque tous les jours. 6 mois plus tard, on a trouvé un petit appartement au-dessus d'un salon de coiffure. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. On n'a pas traîné. 6 mois après, on s'est mariés. Une petite cérémonie dans le jardin de mon cousin Paul. Il avait un bon barbecue et un terrain assez grand pour quelques chaises pliantes et des glacières. On a prononcé nos vœux sous un vieux chêne. Je me souviens à peine de ce que j'ai dit, j'étais trop occupé à la regarder. Elle a ri quand j'ai maladroitement passé l'anneau à son doigt. Je crois que j'ai ri aussi. Ce n'était pas une grande fête avec des lustres ou un quatuor à cordes. Mais c'était parfait. Authentique. Et pendant un temps, j'ai vraiment cru que j'avais trouvé la personne avec qui vieillir. On n'était pas riches, mais ça nous était égal. On avait nos pizzas du vendredi soir sur le canapé, nos cafés du matin avec des sourires ensommeillés, et assez de blagues entre nous pour remplir un carnet entier. Je rentrais après une journée de 10 heures, et elle était là, allongée sur le lit, lisant un polar avec une jambe balançant dans l'air. Elle me demandait comment s'était passée ma journée, et je mentais en disant « pas mal », même si tout mon corps me faisait mal, juste pour ne pas ramener les tracas du dehors dans notre petit appartement. On avait nos routines. Le dimanche, c'était les courses. Le mardi, elle finissait tard. Le samedi, on traînait au lit et on se disputait sur quoi regarder jusqu'à ce qu'on abandonne et qu'on mette une rediffusion d'une série quelconque. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais qu'on était solide. Et peut-être que, pendant un temps, on l'était. On avait l'impression de construire quelque chose. Du vrai. Du durable. Puis est arrivée la Coupe du Monde.
Thomas l'avait préparé depuis des mois. Il avait vidé son garage, accroché des guirlandes lumineuses, et ramené un vieil écran plat que son cousin lui avait donné après avoir changé le sien. On apportait nos chaises, on remplissait des glacières de bière, et on suspendait des drapeaux de tous les pays qu'on pouvait trouver. Le garage de Thomas s'était transformé en petit stade. On criait, on débattait sur les meilleurs milieux de terrain, on faisait des paris idiots avec des canettes de bière bon marché comme en jeu. On aurait dit des ados, mais avec plus de mal de dos et des genoux en moins bonne forme. On regardait un match tendu ce soir-là. Je me souviens, j'étais debout, un pied sur une caisse, une canette de Kronenbourg à la main. Et puis, au milieu de tout ça, Lucas se penche et me dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il me dit, « Eh, mec, question bizarre, mais est-ce que Camille bosse au centre-ville maintenant ?» J'ai ri. Non, toujours au centre commercial. Pourquoi? Il change de position, jette un œil à la télé, puis revient vers moi. Je jurerais l'avoir vue la semaine dernière. À l'hôtel Le Britannie. Dans le hall, vers midi. Elle était avec un type. Ils avaient l'air, tu sais, proches. Je l'ai fixé une seconde. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai fait une blague débile, genre peut-être qu'elle jouait les espionnes, et Lucas a rigolé. Mais il m'a lancé un regard comme s'il regrettait d'avoir ouvert la bouche. J'ai souri, continué à boire, et même plaisanté sur le vieux téléviseur de Thomas. Mais quelque chose avait changé. C'était comme un courant d'air qui s'infiltre par une fissure qu'on n'avait jamais remarquée. Juste assez froid pour être inconfortable. J'ai essayé de l'ignorer. Peut-être que Lucas s'était trompé. Ça arrive tout le temps. Camille n'est pas la seule brune en ville, ni la seule à porter des bottes noires et à marcher vite. Mais ça m'a travaillé. Le moment, la façon dont il l'a dit. Midi, c'était l'heure de sa pause déjeuner. Et l'hôtel? À moins de 10 minutes du centre commercial. Pas un endroit où on était allé, mais je le connaissais. Grande baie vitrée, un bar dans le hall. Assez chic pour les voyageurs d'affaires, mais avec cette ambiance où des choses se passent sans qu'on en parle. Je n'ai rien dit à personne. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Eh, les gars, je crois que ma femme était dans un hôtel avec un type? Ils auraient ri ou ça aurait jeté un froid. Dans les deux cas, je n'avais pas envie de gérer ça. Je suis rentré ce soir-là, et elle dormait déjà sur le canapé, une couverture tirée jusqu'au menton, une série policière à la télé en fond sonore. Je l'ai regardée un long moment. Elle semblait paisible. Tout à fait normal. Je me suis dit que Lucas s'était trompé. Que ce n'était pas elle. Pourquoi serait-elle là? On était bien. Je lui apportais son café tous les dimanches matins. On riait encore devant des films idiots. Elle m'envoyait toujours des mèmes marrants et des photos de son déjeuner quand elle mangeait quelque chose de chic au centre commercial. Mais même en pensant à tout ça, quelque chose au fond de moi commençait à bouger. Une voix que je ne voulais pas entendre s'était mise à murmurer. Pas crier. Juste murmurer. Et une fois que cette voix a commencé, je n'ai pas pu l'arrêter. Les semaines suivantes? Calme. Trop calme. Au début, je me sentais même coupable de douter d'elle. Rien ne semblait anormal. Camille riait toujours à mes blagues nulles, faisait toujours des spaghettis le mercredi, comme d'habitude. Elle m'embrassait le matin avant de partir, m'envoyait des messages sur les ragots du centre commercial à l'heure du déjeuner, et me demandait ce que je voulais regarder avant de dormir. Alors je me suis dit que c'était dans ma tête. Que Lucas avait vu quelqu'un d'autre. Que j'étais parano. Que la poussière des chantiers me brouillait peut-être l'esprit. Mais ensuite, il y a eu ce jeudi. Je suis rentré d'une longue journée. L'appartement était sombre. Pas de musique. Pas de lumières allumées. Pas même le bourdonnement de la télé en fond. Juste le silence. J'ai pensé qu'elle était peut-être sortie faire une course, ou que son téléphone était déchargé. J'ai ouvert une bière, allumé les infos, et attendu. 10 heures. Rien. 11 heures. Toujours rien. Enfin, juste après minuit, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle est entrée, surprise de me voir assis là. Cheveux coiffés, maquillage encore impeccable, talons à la main. Elle m'a fait un grand sourire décontracté, comme si elle rentrait juste d'aller chercher une pizza. Oh, salut, a-t-elle dit, comme si tout était normal. Avec Clara, on a perdu la notion du temps.
J'ai demandé, depuis quand tu rentres si tard un jeudi? Elle a ri, mais ça sonnait forcé. On parlait de sa rupture. Je ne voulais pas la laisser seule. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit grand-chose d'autre. Le lendemain matin, elle s'est levée tôt, a fait du café, et a agi comme si tout était normal. Comme si elle n'était pas rentrée à minuit pendant que je restais sur le canapé, à essayer de ne pas laisser mes pensées me dévorer. Et puis, ça s'est reproduit. Samedi soir, pareil. Je suis rentré après avoir regardé le match chez Thomas, pensant la trouver à la maison. Mais non, juste moi et le bourdonnement du frigo. Elle n'est revenue qu'à presque 1h du matin. Cette fois, elle a dit que Clara avait eu une urgence et qu'elle avait besoin d'aide pour monter un meuble Ikea. Alors mon cerveau s'est mis en marche. Je ne l'ai pas accusée. Je n'ai pas posé trop de questions. J'ai juste observé. J'ai prêté attention aux petits détails. Au changement. Elle portait plus de maquillage pour aller travailler. Un nouveau parfum que je n'avais jamais senti au moins floral, plus cher. Elle a dit que c'était un échantillon gratuit de la boutique, mais il semblait trop étudié. Comme si elle voulait laisser une certaine impression. Son téléphone, autrefois un livre ouvert, est devenu un mystère. Elle a commencé à le poser face cachée sur la table. Une nuit, pendant qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré sur le plan de travail. Je ne l'ai pas pris, je n'ai pas lu les messages mais j'ai vu l'aperçu. Un message de quelqu'un nommé B. Juste l'initiale. Elle n'avait ni cousin, ni collègue, ni ami que je connaissais avec un prénom commençant par B. Quand elle est sortie, je lui ai demandé qui était B. Elle a cligné des yeux, puis ri, disant que c'était un nouveau responsable adjoint à la boutique. Qu'il était agaçant et envoyait sans cesse des messages sur les procédures de fermeture dans le groupe de discussion. Petit détail. Une nouvelle paire de boucles d'oreilles qu'elle jurait avoir depuis des années. Une robe que je ne me rappelais pas avoir vue. Des reçus manquants pour les courses habituelles. Un soudain intérêt pour des promenades en solo ou des courses à des heures bizarres. J'essayais de rester calme. Je me disais qu'elle avait peut-être besoin d'espace, que le boulot était stressant, que Clara traversait peut-être quelque chose et avait besoin d'elle. Je trouvais une douzaine d'excuses, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité que je ne voulais pas admettre. Mais cette voix dans ma tête? Celle que j'avais essayé de faire taire après le commentaire de Lucas? Elle était de retour. Et plus forte. Chaque fois qu'elle franchissait la porte, chaque fois que son téléphone vibrait et qu'elle se précipitait pour le vérifier, chaque fois qu'elle passait près de moi avec cette odeur inconnue accrochée à sa veste, mon ventre se nouait. Pas seulement de suspicion, mais de cette peur qu'on ressent quand on sait que quelque chose est cassé, et qu'on attend juste le choc final. Je ne voulais pas être ce mec, celui qui doute, qui fouine, qui perd confiance. Mais la confiance, ça ne se donne pas aveuglément. Ça se construit. Et petit à petit, je la sentais s'effondrer. J'ai atteint ma limite au 3e soir de retard. Elle est rentrée en fredonnant, disant que Clara avait fait du vin chaud et qu'elles avaient juste discuté. Je n'ai pas posé de questions ce soir-là. Je n'ai pas déclenché de dispute. J'ai juste hoché la tête, dit, content que tu te sois amusé, et je suis allé me coucher. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Mon instinct ne murmurait plus. Il hurlait. Alors j'ai décidé de faire ce que tout homme fait quand il cesse de faire confiance et commence à se poser des questions. Je l'ai suivi. Pendant 5 jours d'affilée, j'ai joué les détectives. Je quittais le chantier un peu plus tôt, prenais un sandwich à emporter, me garais à quelques rangées du parking du centre commercial, et j'attendais. Je restais dans ma vieille camionnette avec un café de station-service et je l'observais à travers les portes vitrées quand elle tenait la caisse ou réarrangeait la table à l'entrée. Rien d'anormal. Elle partait à l'heure habituelle, rentrait à la maison. Pas de type mystérieux, pas de détour suspect. Au 5e jour, je commençais à penser que j'avais perdu la tête. Puis elle m'a annoncé ça. Avec ce même ton répété qu'elle utilisait depuis des semaines, léger et décontracté, comme si elle choisissait soigneusement chaque mot, et « Chérie, Clara veut que je passe la nuit chez elle demain. » Soirée entre filles. Vin et masque de beauté. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr. Je lui ai dit que pas de problème. J'ai souri. Je l'ai embrassée sur le front. Je n'ai même pas tiqué. Mais à l'intérieur. Je savais. C'était le moment.
Le lendemain soir, j'étais déjà dehors avant qu'elle ne quitte le travail. Je me suis garé en face de l'entrée du centre commercial, moteur éteint. Le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Vers 20h30, les lumières de la boutique se sont tamisées, et la grille s'est fermée. Camille est sortie quelques minutes plus tard. Elle était belle ou trop belle pour une soirée vin et pyjama. Cheveux fraîchement coiffés, manteau trop léger pour le temps mais élégant. Elle a regardé son téléphone, puis a attendu sur le trottoir. C'est là que je l'ai vue. Une berline gris métallisée s'est arrêtée doucement. Roue rutilante, musique basse avec des basses lourdes. Le conducteur est sorti au grand, rasé de près, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un jean sombre. Le genre de mec qui lit des livres de management et va à la salle de sport 2 fois par semaine pour des selfies. Camille a souri. Pas le sourire qu'elle me faisait quand je lui apportais son café. Pas le sourire fatigué de fin de journée. Celui-là était large, éclatant, rempli de quelque chose que je ne pouvais pas nommer mais que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis longtemps. Elle s'est avancée droit dans ses bras. Il ne l'a pas embrassée, mais il a posé sa main dans le bas de son dos. Ce genre de geste familier qui ne demande pas la permission, parce qu'il n'en a pas besoin. Elle est montée côté passager. Il s'est mis au volant. Je les ai suivis, 2 voitures derrière. Ils ont traversé la ville, passant les quartiers plus chics, jusqu'aux collines. Je savais où ils allaient. Il y a un endroit là-haut où tout le monde dans le coin le connaît. Un petit parking au bord d'une falaise, avec vue sur toute la ville. La nuit, les lumières en bas scintillent comme un sapin de Noël, et on voit tout s'étendre comme une carte sous les étoiles. C'est là que les ados vont pour s'embrasser, que les demandes en mariage ont lieu, que les gens se garent pour se sentir vivants. Romantique, dans un genre carte postale un peu kitsch. Ils se sont garés, phares éteints. Je me suis garé plus loin et je suis resté dans l'obscurité. Mes mains tremblaient, pas de colère pas encore mais de savoir ce que j'allais confirmer. J'ai attendu 5 minutes. Et puis je suis sorti et j'ai marché. Le gravier sous mes bottes semblait plus bruyant qu'il n'aurait dû. Mon cœur battait comme si j'avais couru 1 kilomètre. J'ai avancé lentement, très lentement, jusqu'à arriver derrière la berline. Ils étaient là. À travers la vitre, je pouvais voir ce qu'ils faisaient à l'intérieur. C'était une vraie liaison. Je ne décrirai même pas ce qu'elle lui faisait à ce moment-là. Je n'ai pas regardé longtemps. Elle ne m'a pas vu. Lui non plus. Je n'ai pas fait de bruit. Et à cet instant, tout en moi s'est brisé et s'est réorganisé en quelqu'un que je ne connaissais pas encore. C'était le dernier moment de l'ancien Antoine. Mes bottes crissaient sur le gravier en retournant à ma voiture. L'air froid frappait plus fort maintenant. Ma poitrine semblait enserrée dans du fil de fer, se resserrant à chaque inspiration. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'étais même pas en colère. Pas encore. Juste vide, comme si on m'avait vidé de l'intérieur et jeté au bas de cette colline où ils étaient garés. J'ai ouvert le coffre et j'ai sorti quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, une barre de fer d'environ 60 cm, assez lourde pour peser dans la main, solide à travers tout. Je m'en servais pour renforcer ma poigne et travailler mon poignet. Je n'avais jamais frappé personne avec. Je n'y avais même jamais pensé. Jusqu'à maintenant. Je n'avais pas l'intention de faire mal à qui que ce soit. Ce n'était pas le but. Je n'allais pas poser la main sur eux. J'avais juste besoin de leur montrer quelque chose. Besoin de sentir que j'avais encore un peu de pouvoir dans un moment où tout m'avait été arraché. Je suis remonté sur la pente, la barre à la main. Leur berline était là, comme si rien ne s'était passé. Phare toujours éteint. Je n'ai pas hésité. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir. J'ai levé la barre au-dessus de ma tête et je l'ai abattue violemment sur le phare avant côté passager. Le verre a explosé dans une pluie d'étincelles et d'éclats. J'ai frappé à nouveau, cette fois côté conducteur. Un autre choc. Le bruit métallique résonnait dans la nuit silencieuse. Je suis passé au capot et j'ai frappé comme si je voulais réveiller toute la ville. Le toit ensuite. 1, 2, 3 coups cabossant le métal à chaque impact comme un marteau sur un cercueil. Je n'ai pas touché les vitres. Je pouvais les voir à l'intérieur. Sa bouche ouverte de choc. Lui, paniqué, les mains agitées. Je voulais qu'il me voie. Je voulais qu'elle sache exactement qui avait fait ça. La portière du conducteur s'est ouverte d'un coup. Il a sauté dehors,
criant quelque chose. Je ne me souviens pas quoi. Peut-être des menaces. Peut-être des questions. Il n'était pas petit, mais il n'avait pas l'air de quelqu'un habitué à avoir des ennuis. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas regardé. J'ai fixé Camille à travers le pare-brise fissuré. Ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Pas un cri. Pas un murmure. Juste plat. Définitif. Ses yeux se sont remplis de larmes, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle allait parler, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas bougé. Elle est restée assise là, comme un chevreuil pris dans les phares du mauvais véhicule. Mauvais endroit, mauvais homme, mauvaise histoire. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Je suis monté. J'ai fermé la portière. Mes mains serraient encore la barre comme si c'était la seule chose qui me tenait en un seul morceau. Je suis resté assis 1 minute, le cœur battant lentement, fort. Mon reflet dans le rétroviseur ne me ressemblait pas. J'ai démarré le moteur. Pas d'accélération brusque. Pas de coup sur l'accélérateur. J'ai juste conduit, lentement, calmement, comme si le mal était fait et qu'il n'y avait plus rien à dire. En rentrant, je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Les rues étaient vides. Les vitrines des magasins toutes fermées. Je ne me sentais ni mieux ni pire. Juste, fini. Je me suis garé dans l'allée au non, mon allée maintenant. J'ai coupé le moteur. J'ai monté les marches. À l'intérieur, l'appartement sentait son odeur. Shampoing à la noix de coco, quelque chose de doux qu'elle utilisait pour sa peau, et cette odeur poudrée des foulards qu'elle rangeait dans un tiroir. Avant, ça me réchauffait. Ça me faisait me sentir en sécurité. Maintenant, ça me rendait malade. J'ai ouvert le placard. J'ai pris le premier sac de sport vide que j'ai trouvé. J'ai commencé à y fourrer ses vêtements. Chaussures, vestes, trousses de maquillage, tout ce qui lui ressemblait. Pas de pliage. Pas de tri. Juste dans le sac. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai rien cassé. Ce n'était pas ce genre de colère. Celle qui brûle lentement, profondément, régulièrement. Celle qui ne laisse pas de place aux secondes chances. Quand j'ai fini, j'ai posé les sacs près de la porte. Je me suis assis sur le bord du canapé et j'ai regardé la pièce qu'on partageait avant. J'ai attendu. Pas pour elle. Mais pour ce qui viendrait ensuite. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai essayé de m'asseoir sur le canapé, mais le silence était trop bruyant. Les sacs que j'avais préparés étaient près de la porte d'entrée, fermés et bien remplis. Ses chaussures étaient à côté, et son petit sac vert, celui qu'elle emportait partout, trônait au-dessus, comme une cerise sur un tas d'ordures. Je n'avais rien jeté au pas encore. Je voulais qu'elle voie ça. Je voulais qu'elle rentre et réalise que la vie qu'on avait était terminée. Je suis resté éveillé jusqu'à environ 3 heures du matin, à fixer le vide. Elle est rentrée vers 8 heures. J'ai entendu ses pas sur le perron, lent et prudent. La poignée a tourné. Elle est entrée doucement, comme si elle ne savait pas à quoi s'attendre. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai juste pris une gorgée de café et laissé le silence s'étirer. Quand je l'ai enfin regardée, elle semblait ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Cheveux en désordre, yeux rouges. Elle portait le même manteau qu'en partant. Ses lèvres ont bougé, mais il lui a fallu 1 seconde pour trouver sa voix. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé, comme si c'était moi qui étais hors de propos. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, et j'ai désigné les sacs. « J'allais envoyer tes affaires chez tes parents, ai-je dit, calme et posé. Mais ça semblait plus simple comme ça. » Elle a cligné des yeux. Son regard a glissé vers les sacs, puis vers moi, puis de nouveau vers les sacs. Son visage s'est effondré. Elle s'est laissée tomber à genoux, là, sur le sol. Les mains posées par terre. Comme si le poids de tout ça l'avait frappé d'un coup. « Antoine » a-t-elle dit, déjà en larmes. « J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je suis allé à l'étagère. J'ai pris notre album de mariage. Je l'ai rapporté à la table, je me suis assis, et je l'ai ouvert. Première page, nous sous le chêne chez Paul. Ses yeux brillants, mon sourire idiot étiré sur mon visage. Je l'ai déchiré en 2.
Elle a octé. Deuxième page, nous riant avec nos amis, tenant des assiettes de grillade, du champagne dans des gobelets en plastique. Je l'ai arrachée proprement et pliée jusqu'à ce qu'elle se déchire. Puis la photo de notre première danse, sur le carré d'herbe où on avait une enceinte Bluetooth qui jouait notre chanson. Déchirée. Une par une, j'ai détruit chaque souvenir qu'on avait capturé, chaque sourire qu'on avait figé dans le temps, chaque mensonge qu'on s'était raconté. Elle s'est avancée à genoux, me suppliant d'arrêter. J'ai à peine convaincu Bruno de ne pas porter plainte pour la voiture abîmée. Je vais devoir lui donner de l'argent maintenant. Où vais-je le trouver? Ah, Bruno, c'est son nom, ai-je pensé, et j'ai dit, je m'en fiche. J'ai pris mon pied. Maintenant, paye. Tu as trahi notre mariage, ai-je dit, sans crier, juste en lui disant la vérité. Il n'y a pas de pardon pour toi. Elle a sangloté plus fort, les larmes tombant sur le sol. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit en suffoquant, me regardant comme si elle s'attendait encore à ce que je la sauve. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Alors va chez ton amant, ai-je dit. Pas de déni. Pas de confusion. Juste de la culpabilité inscrite clairement sur son visage comme une confession. Je me fichais qu'elle pense avoir une excuse. Je me suis baissé, j'ai pris un des sacs, et je l'ai jeté vers la porte. Il a atterri avec un bruit sourd contre le cadre. Je dépose la demande demain, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'étais déjà en train de m'éloigner. Je ne voulais pas entendre le discours qu'elle avait préparé, les raisons qu'elle avait construites dans sa tête pour faire passer ça pour un moment de faiblesse plutôt que le choix que c'était. Parce que c'était un choix. Elle l'avait choisi, lui, plutôt que moi. Plutôt que tout ce qu'on avait construit dans cet appartement au-dessus du salon de coiffure, plutôt que chaque blague idiote, chaque matin tranquille, chaque projet qu'on avait fait pour l'avenir. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas insulté. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai donné la vérité. C'était plus que ce qu'elle m'avait donné. Elle est restée là un moment, à genoux, tremblante, sanglotant comme si elle réalisait seulement maintenant ce qu'elle avait perdu. J'ai versé une autre tasse de café et je me suis rassis à la table, lui tournant le dos, regardant le soleil monter plus haut à travers la fenêtre de la cuisine. Les oiseaux chantaient dehors. Quelque part dans la rue, un chien aboyait. Le monde se fichait de ce qui s'était passé ici. Il continuait de tourner. Et moi aussi. Elle est partie en taxi vers midi. Je ne l'ai pas aidée avec les sacs. Elle a appelé un taxi elle-même, debout sur le perron, essuyant son visage avec la manche de sa veste. Elle se retournait sans cesse pour me regarder à travers la porte ouverte, comme si elle pensait que je pourrais changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Quand la voiture est arrivée, elle a chargé les sacs un par un. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a fait tomber son sac à main, et son contenu s'est répandu sur le perron au rouge à lèvres, chargeur de téléphone, quelques vieux reçus. Elle m'a regardé comme si j'allais me baisser pour l'aider. Je n'ai pas bougé. Elle a tout ramassé elle-même, s'est tenue là une dernière fois, les yeux bordés de rouge, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu à travers la vitre. Puis elle est montée à l'arrière, et le taxi est parti. J'ai déposé la demande de divorce le lendemain matin. Dès l'ouverture. Ce même matin, en rentrant, son amant m'attendait devant le portail. Il a commencé à proférer des menaces et à exiger des dédommagements pour la voiture abîmée. Je lui ai dit d'attendre une minute. Je suis allé dans le garage, j'ai pris une barre, je suis sorti et j'ai dit, tu as ruiné mon mariage, si tu ne dégages pas d'ici, je m'occupe des vitres. Il est parti en vitesse. Le tribunal n'était pas loin. Les formulaires étaient déjà à moitié remplis grâce à quelques clics en ligne la veille. J'avais tous les documents en licence, certificat de mariage, reçus, tout ce qu'il fallait. La dame au guichet n'a même pas scié. Juste un dossier de plus dans une pile de promesses brisées. Elle m'a demandé si je voulais indiquer une raison. J'ai répondu, différence irréconciliable. C'était plus simple comme ça. Plus propre. Je n'allais pas entrer dans les détails pour des inconnus derrière une vitre. Les démarches ont été rapides. Plus rapides que je ne l'avais prévu. Cette semaine-là a été la plus calme de ma vie. Pas de télé. Pas de musique. Je ne suis pas sorti avec les copains. Je n'ai même pas été chez Thomas pour le match. Juste boulot, maison, café, lit. L'appartement résonnait plus qu'avant. Elle a commencé à appeler le deuxième jour. D'abord un appel manqué.
puis un autre. Puis deux d'affilée. Je regardais l'écran s'allumer et s'éteindre. Ensuite sont venus les messages. L'un après l'autre. On peut parler? Réponds, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Antoine, je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Ne jette pas tout ce qu'on avait. Certains étaient en colère. La plupart étaient désespérés. Quelques-uns n'avaient aucun sens, comme si elles tapaient à travers ses larmes, espérant que quelque chose m'atteindrait. Je les ai tous lus, une fois. Je n'ai jamais répondu. Puis les emails ont commencé. De longs messages. Paragraphe après paragraphe. Elle essayait d'expliquer que ce n'était pas sérieux, que c'était arrivé comme ça, qu'elle n'avait pas voulu aller si loin. Elle parlait de nous, de nos débuts, de l'appartement, de la façon dont je la faisais rire avant. Elle disait que ma voix lui manquait. Qu'elle détestait le silence. Ça, je l'ai cru. Mais je n'ai toujours pas répondu. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas pour la faire souffrir. J'avais juste, plus rien à dire. Les mots avaient été déchirés avec les photos de mariage, éparpillées sur le sol comme des cendres. Il n'y avait aucun discours que je pouvais lui faire qui rendrait ce qu'elle avait fait moins réel. Et honnêtement, je ne voulais pas parler. Parler, c'était ouvrir la porte, et je l'avais déjà fermée. Au 5e jour, les messages ont ralenti. Au 6e jour, il n'y en avait plus que 2. Je sais que tu me détestes. Je t'aime encore. Celui-là m'a frappé plus fort que les autres. Mais je n'ai pas répondu non plus. Quand les papiers du divorce sont revenus, tamponnés et prêts, je suis resté longtemps assis à la table de la cuisine, à fixer l'enveloppe Kraft. Toute notre vie ensemble, réduite à quelques signatures et un sceau du tribunal. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai rien ressenti, vraiment. Juste de la fatigue. J'ai glissé les papiers dans une autre enveloppe, je l'ai scellé, et j'ai écrit l'adresse de ses parents en écriture simple. Pas d'étiquette de retour. Pas de message à l'intérieur. J'ai pensé à ajouter quelque chose, peut-être juste une ligne. Quelque chose comme prends soin de toi ou ne m'appelle plus. Mais même ça semblait trop proche, trop doux, trop comme un pied dans la porte. J'ai fini par aller à la poste et envoyer l'enveloppe. Pendant un moment, je suis resté là, sans penser à rien. Ni à elle. Ni à lui. Ni à la façon dont tout s'était effondré. Juste au bruit du monde qui continuait sans moi. Et je l'ai laissé faire. 2 mois ont passé comme un brouillard qui traverse une vallée lentement, lourdement. La date du tribunal était marquée à la fin de mon calendrier comme une ombre que je ne pouvais pas fuir. Je ne l'ai pas entourée au stylo rouge. Je n'ai pas compté les jours. J'ai juste attendu. Gardé la tête baissée, travaillé mes heures, rentré chez moi. Pas de musique dans la camionnette, pas de message en attente sur mon téléphone. Juste le silence et le cliquetis occasionnel des outils dans la caisse quand je heurtais une bosse sur la route. J'avais déjà envoyé les papiers. Elle ne les a pas signés. Peut-être qu'elle ne pouvait pas. Peut-être qu'elle pensait qu'il y avait encore du temps. Le tribunal était gris, usé par le temps comme tout le reste en ville. Le genre d'endroit où les histoires se terminent en impression froide et en tampon. Je suis arrivé 10 minutes en avance. En jean, chemise propre, et mes vieilles bottes de travail. Je n'ai emmené personne. Je n'ai rien dit aux copains. Ce n'était pas quelque chose dont je voulais faire un spectacle. Je voulais juste que ce soit fini. Elle était déjà assise dans le couloir devant la salle d'audience quand je suis arrivé. Je ne l'ai pas reconnue au début. Pas vraiment. Elle semblait plus mince. Pâle. Ses cheveux attachés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune, plus petite. Elle portait une robe noire simple et un gilet gris serré sur ses bras, comme si c'était la seule chose qui la tenait en un seul morceau. Nos regards se sont croisés une seconde, et j'ai hoché la tête une fois. Pas de mots. Elle s'est levée. S'est approchée lentement. Sa voix était basse, tremblante, comme retenue par un espoir trop fin. « S'il te plaît, Antoine » a-t-elle murmuré. « Ne fais pas ça. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Il n'y avait plus de colère en moi. Juste du calme. Comme si le feu avait tout consumé et qu'il ne restait que des cendres. L'huissier nous a appelés. On s'est tenu devant le juge. J'ai remis les documents. Elle était à côté de moi,
ses doigts serrés si fort qu'ils semblaient blancs. Quand le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, elle s'est avancée. Voix tremblante. Elle a parlé de notre histoire, des bons moments, de combien elle était désolée. Elle a dit que c'était une erreur. Qu'elle était confuse. Qu'elle regrettait tout. Les larmes coulaient sur son visage, mais je gardais les yeux fixés devant moi. Elle me jetait des regards, attendant quelque chose ou un signe que peut-être je lui prendrais la main, qu'on partirait ensemble pour réessayer. Mais je suis resté silencieux. Le juge a tout examiné, a hoché la tête, et a fait les remarques de clôture habituelles. Je n'ai presque pas entendu un mot. Tout ce dont je me souviens, c'est le bruit du marteau frappant le bloc. Et juste comme ça, nous n'étions plus mari et femme. On a divisé les biens. Équitablement. Et c'était fini. Quand on est sorti dans le couloir, elle s'est tournée vers moi rapidement. Fini la retenue du tribunal. Fini la dignité silencieuse. Elle s'est précipitée et m'a entouré de ses bras avant que je puisse bouger. Ses mains ont agrippé ma nuque, son souffle chaud et désespéré contre ma joue. « Pardonne-moi » a-t-elle dit. J'ai été stupide. Je suis resté immobile une seconde. Juste une. Puis j'ai levé les mains, pris ses bras doucement, les ai écartés, et j'ai reculé. « Dieu pardonnera » ai-je dit. Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. Pas moi. Puis je me suis retourné et j'ai marché. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas fait de pause. J'ai juste descendu le couloir, franchi les doubles portes, et je suis sorti sur le parking. Le soleil brillait ce jour-là. Une de ces matinées d'automne fraîches où l'air pique un peu, mais le ciel est clair. Je m'en souviens clairement. Je suis resté sur le trottoir, j'ai inspiré profondément. Ce genre d'air qui vous dit que l'hiver arrive, que vous soyez prêt ou non. Je suis monté dans la camionnette, j'ai démarré le moteur, et j'ai regardé le tribunal rapetisser dans le rétroviseur en m'éloignant. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste du calme. Celui qui s'installe dans vos os quand vous savez qu'il n'y a plus rien à dire. Et c'était fini. Je ne l'ai jamais revu. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Le mari a-t-il bien fait de détruire la voiture de l'amant de sa femme? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.